Imagine un instant que toute l'humanité a été victime d'une illusion collective pendant plus d'un demi-siècle. En 1969, 3 hommes ont quitté la Terre, ont traversé le vide spatial glacial, ont posé leurs pieds sur la surface poussiéreuse de la Lune et sont revenus sains et saufs. Ils l'ont fait avec une technologie moins puissante que celle de ton téléphone portable. Ils l'ont fait avec des ordinateurs qui avaient moins de mémoire qu'une calculatrice moderne. Ils l'ont fait en 8 jours. Aujourd'hui, 56 ans plus tard, avec des super-ordinateurs, avec l'intelligence artificielle, avec des matériaux révolutionnaires et des milliards de dollars de budget, la mission Artemis II ne va même pas tenter d'atterrir sur la Lune. Elle va simplement tourner autour et revenir. Quelque chose ne colle pas dans cette histoire. Quelque chose de fondamental échappe à notre compréhension. Et ce soir, nous allons explorer 3 mystères qui vont transformer ta vision de la conquête spatiale. Premièrement, pourquoi avons-nous abandonné la Lune pendant presque 5 décennies si nous savions déjà comment y aller? Deuxièmement, quels obstacles technologiques impossibles nous empêchent aujourd'hui de reproduire ce que nous avons apparemment accompli dans les années 70? Et troisièmement, que s'est-il réellement passé entre Apollo et Artemis que personne ne veut admettre publiquement? Tu vas découvrir quelque chose qui te quittera le sommeil. Des vérités cachées dans les archives de la NASA. Des aveux d'ingénieurs qui contredisent la version officielle. Des données techniques qui défient toute logique. Si tu es fasciné par les mystères du cosmos, abonne-toi. Le voyage commence maintenant. Commençons par ce que tout le monde croit savoir. Le 20 juillet 1969, Neil Armstrong a posé le pied sur la Lune. Buzz Aldrin l'a suivi quelques minutes plus tard. Michael Collins est resté en orbite lunaire, attendant patiemment le retour de ses compagnons. Les images en noir et blanc ont été diffusées dans le monde entier. 600 millions de personnes ont regardé cet événement en direct. C'était le triomphe absolu de l'humanité. La preuve définitive que rien n'était impossible. Après Apollo 11, 5 autres missions ont réussi à atterrir sur la surface lunaire. Apollo 12, 14, 15, 16 et 17 ont toutes déposé des astronautes sur notre satellite naturel. 12 hommes au total ont marché sur la Lune. Ils ont collecté des centaines de kilogrammes d'échantillons lunaires. Ils ont installé des instruments scientifiques qui fonctionnent encore aujourd'hui. Ils ont conduit des véhicules électriques sur un autre monde. Tout cela avec la technologie des années 60 et 70. La version officielle nous dit que nous avons arrêté d'aller sur la Lune simplement parce que c'était devenu routinier. Le public s'était désintéressé. Le financement avait été réduit. La guerre froide se terminait et la course à l'espace perdait son urgence politique. Nous avions gagné contre les Soviétiques. Mission accomplie. Circuler, il n'y a plus rien à voir. Cette explication semble parfaitement logique au premier abord. Après tout, pourquoi continuer à dépenser des fortunes pour répéter ce que nous savions déjà faire? Mais attends un instant. Réfléchis vraiment à ce que cette version implique. Nous aurions développé la capacité technologique la plus extraordinaire de l'histoire humaine, celle de voyager vers un autre monde, et nous l'aurions simplement abandonnée pendant 50 ans. Nous aurions perfectionné des systèmes de propulsion, de navigation et de survie spatiale absolument révolutionnaires. Puis nous aurions laissé toute cette connaissance tomber dans l'oubli. Nous aurions formé des équipes d'ingénieurs capables de miracles technologiques, puis nous les aurions dispersés aux 4 vents. Cela ne ressemble pas à un comportement rationnel. Cela ressemble à un aveu déguisé. Et maintenant, 56 ans plus tard, arrive Artemis. Cette nouvelle mission lunaire de la NASA a été annoncée comme le retour triomphal de l'humanité sur notre satellite. Artemis 1, un vol d'essai sans équipage, a eu lieu en novembre 2022. La capsule Orion a fait le tour de la Lune et est revenue sur Terre avec succès. Tout semblait parfait. La prochaine étape logique aurait dû être de reproduire ce qu'Apollo 11 avait accompli. Envoyer des astronautes, les faire atterrir, les ramener. Simple? Non.
Nous l'avons déjà fait 6 fois. Nous connaissons la procédure. Nous avons les archives. Nous avons même encore quelques vétérans d'Apollo vivants qui peuvent nous conseiller. Mais non, Artemis II, prévu pour septembre 2025, ne va pas atterrir. Cette mission va simplement transporter 4 astronautes autour de la Lune et les ramener sur Terre. Exactement ce qu'Apollo 8 avait fait en décembre 1968. Nous allons essentiellement répéter une mission vieille de 57 ans et présenter cela comme un progrès. L'atterrissage réel est repoussé à Artemis III, peut-être en 2026 ou 2027, si tout se passe bien. Mais les reports s'accumulent, les budgets explosent, les problèmes techniques se multiplient, et personne ne semble capable d'expliquer clairement pourquoi c'est si difficile de refaire ce que nous prétendons avoir maîtrisé il y a plus d'un demi-siècle. Voici où la réalité commence à devenir beaucoup plus sombre que la version officielle. Les archives de la NASA contiennent des documents troublants. Des mémos internes révèlent que dès les années 80, des ingénieurs ont commencé à signaler un problème catastrophique. Les plans originaux des fusées Saturne V, les monstres qui ont propulsé les missions Apollo vers la Lune, étaient incomplets. Certains schémas avaient été perdus, d'autres étaient illisibles. Des processus de fabrication critiques n'avaient jamais été correctement documentés parce que les artisans qui les réalisaient travaillaient selon leur intuition et leur expérience plutôt que selon des manuels standardisés. En d'autres termes, nous avions oublié comment construire les machines qui nous avaient emmenés sur la Lune. Cela semble impossible, n'est-ce pas? Comment une civilisation peut-elle oublier sa plus grande réalisation technologique? Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Les entreprises qui avaient fabriqué les composants de Saturne V avaient fermé leurs portes ou changé de propriétaire. Les chaînes de production avaient été démantelées. Les ingénieurs avaient pris leur retraite ou étaient décédés. La connaissance tacite, celle qui existe dans les mains et les cerveaux des techniciens, mais jamais sur le papier, avait disparu avec eux. Nous possédions des artefacts d'une civilisation perdue, et cette civilisation était la nôtre quelques décennies plus tôt. Mais ce n'est pas tout. Les matériaux utilisés dans les années 60 ne sont plus disponibles. Certains alliages spéciaux ont été interdits pour des raisons environnementales. D'autres procédés chimiques sont désormais illégaux. Des composants électroniques fabriqués à la main par des techniciens spécialisés sont impossibles à reproduire avec les méthodes de production modernes automatisées. Paradoxalement, notre avancement technologique nous a rendus incapables de reproduire les exploits de nos ancêtres moins sophistiqués. C'est comme si nous avions développé des imprimantes laser extraordinaires, mais perdu la capacité de fabriquer de simples plumes-doigts. Et puis, il y a le problème que personne ne veut vraiment aborder publiquement, les radiations. L'espace au-delà de l'orbite terrestre basse est un environnement extraordinairement hostile. Des particules chargées à haute énergie bombardent constamment tout ce qui s'y trouve. Le Soleil émet des rafales de protons mortels lors de ses éruptions. Les rayons cosmiques galactiques traversent les blindages les plus épais comme s'ils n'existaient pas. La ceinture de Van Allen, cette zone de radiation intense qui entoure la Terre, doit être traversée pour atteindre la Lune. Les astronautes d'Apollo ont passé à travers cette région dangereuse à une vitesse extraordinaire, minimisant leur exposition. Mais les ingénieurs modernes semblent beaucoup plus préoccupés par ces radiations que leurs prédécesseurs ne l'étaient. Les normes de sécurité ont changé. Les niveaux d'exposition considérés acceptables dans les années 60 seraient aujourd'hui jugés inacceptables. Soit nous étions terriblement imprudents à l'époque, soit nous sommes excessivement prudents maintenant. Ou peut-être que quelque chose d'autre explique cette différence d'approche. Les combinaisons spatiales posent également un défi extraordinaire. La NASA a dépensé des milliards de dollars et plus d'une décennie pour développer les nouvelles combinaisons lunaires pour Artemis. Des milliards pour des combinaisons.
alors que les combinaisons Apollo avaient été conçues et fabriquées en quelques années avec une fraction de ce budget. Comment est-ce possible? Les ingénieurs d'aujourd'hui sont-ils incompétents? Les standards de sécurité sont-ils devenus impossibles à satisfaire? Ou bien les combinaisons Apollo n'étaient-elles pas vraiment aussi performantes qu'on nous l'a dit? Chaque explication possible ouvre des questions encore plus troublantes. Le module d'atterrissage lunaire présente des défis similaires. Pour Artemis, la NASA a contracté SpaceX pour développer une version du Starship capable d'atterrir sur la Lune. Mais Starship est encore en développement. Les tests rencontrent des difficultés. Les délais s'allongent. Pendant ce temps, nous contemplons les images du module lunaire d'Apollo, cette structure fragile qui ressemblait à un insecte métallique enveloppé de papier doré, et nous nous demandons comment cette chose a pu fonctionner. Elle avait des parois si minces qu'un tournevis aurait pu les percer. Elle n'avait aucun système de redondance en cas de panne moteur. Elle dépendait d'un rendez-vous orbital parfait avec le module de commande pour le retour sur Terre. Une seule erreur aurait condamné les astronautes à une mort certaine. Et pourtant, elle a fonctionné parfaitement 6 fois de suite, sans jamais le moindre problème majeur, dans les conditions les plus hostiles imaginables. La version officielle veut que nous acceptions que les ingénieurs des années 60, avec leurs règles à calcul et leurs ordinateurs primitifs, ont accompli des miracles que nous peinons à reproduire avec toute notre technologie moderne. Elle veut que nous croyions que le manque de financement et le désintérêt public suffisent à expliquer 50 ans d'abandon. Elle veut que nous ignorions les incohérences, les documents manquants, les témoignages contradictoires. Mais la réalité est beaucoup plus sombre. Quelque chose de fondamental s'est passé entre Apollo et Artemis. Quelque chose que les historiens officiels préfèrent ne pas examiner de trop près. Quelque chose qui remet en question non seulement notre capacité technologique, mais notre compréhension même de ce que l'humanité a vraiment accompli dans l'espace. Et ce soir, nous allons explorer ces zones d'ombre. Nous allons examiner les données techniques que personne ne vulgarise. Nous allons entendre les voix des ingénieurs qui doutent. Nous allons confronter les paradoxes que la version officielle ne peut pas résoudre. Prépare-toi à remettre en question tout ce que tu croyais savoir sur la conquête de la Lune. Car les réponses que nous allons découvrir sont bien plus étranges que les questions elles-mêmes. Plongeons maintenant dans les détails techniques que la plupart des documentaires préfèrent éviter. Pour comprendre véritablement pourquoi Artemis II ne va pas atterrir sur la Lune, nous devons d'abord saisir l'extraordinaire complexité de ce que les missions Apollo ont prétendument accompli. Et pour cela, nous devons parler de physique orbitale, de propulsion et des mathématiques impitoyables du voyage spatial. Voyager jusqu'à la Lune n'est pas comme conduire une voiture d'un point A à un point B. L'espace ne fonctionne pas selon notre intuition terrestre. Tout est en mouvement constant. La Terre tourne sur elle-même à une vitesse de 1670 km/h à l'équateur. Elle orbite autour du Soleil à près de 107 000 km/h. La Lune, quant à elle, orbite autour de la Terre à environ 3600 km/h, parcourant une ellipse qui l'éloigne et la rapproche constamment de notre planète. Pour atteindre la Lune, un vaisseau spatial ne vise pas là où elle se trouve au moment du lancement. Il vise là où elle sera dans 3 jours, quand il arrivera. C'est comme lancer une balle vers un oiseau en vol, sauf que l'oiseau est à 384 000 km de distance et que vous devez calculer sa trajectoire avec une précision de quelques kilomètres. La fusée Saturne V reste à ce jour le véhicule de lancement le plus puissant jamais construit et utilisé avec succès. Elle mesurait 110 mètres de hauteur, l'équivalent d'un immeuble de 36 étages. Elle pesait près de 3000 tonnes au décollage, dont la grande majorité était du carburant. Ces 5 moteurs F1 du premier étage produisaient ensemble une poussée de 34 millions de newtons. Pour mettre cela en perspective, c'est l'équivalent de la puissance de 160 millions de chevaux.
C'est plus d'énergie que toutes les centrales électriques de France réunies. Et toute cette puissance phénoménale servait à arracher moins de 50 tonnes de charge utiles à l'attraction terrestre et à l'envoyer vers la Lune. Le premier étage brûlait pendant seulement 2 minutes et 38 secondes. Pendant ce laps de temps incroyablement court, il consommait 2000 tonnes de kérosène et d'oxygène liquide. C'est l'équivalent de vider une piscine olympique de carburant en moins de 3 minutes. Et après cette combustion furieuse, le premier étage était simplement largué dans l'océan Atlantique, devenu inutile, représentant à lui seul un gaspillage de centaines de millions de dollars en matériaux et en ingénierie. Voilà la réalité brutale du voyage spatial avec la technologie chimique conventionnelle. L'immense majorité de la fusée sert uniquement à transporter le carburant nécessaire pour transporter le carburant nécessaire pour transporter la minuscule capsule habitée. Le deuxième étage, appelé S2, prenait le relais pendant 6 minutes. Ces 5 moteurs J2 brûlaient de l'hydrogène et de l'oxygène liquide, une combinaison plus efficace, mais aussi plus difficile à maîtriser. L'hydrogène liquide doit être maintenu à moins 253 degrés Celsius, à peine 20 degrés au-dessus du zéro absolu. Les réservoirs devaient être constamment pressurisés et isolés thermiquement avec une précision extrême. La moindre fuite aurait pu provoquer une explosion catastrophique. Et pourtant, ces systèmes ont fonctionné parfaitement à chaque mission Apollo. Le troisième étage, le S4B, effectuait ensuite l'injection translunaire. C'est cette manœuvre critique qui envoyait le vaisseau spatial hors de l'orbite terrestre et sur sa trajectoire vers la Lune. Le moteur J, 2 unique de cet étage, devait se rallumer après avoir passé plusieurs heures éteint dans le vide spatial glacial. Rallumer un moteur fusée dans l'espace est extraordinairement difficile. Les fluides se comportent différemment en apesanteur. Les joints peuvent se contracter de manière imprévisible dans le froid extrême. Les systèmes d'allumage doivent fonctionner dans des conditions pour lesquelles ils n'ont jamais été véritablement testés au sol. Chaque rallumage était un pari calculé avec des vies humaines en jeu. Une fois en route vers la Lune, le vaisseau Apollo effectuait une manœuvre complexe appelée transposition et amarrage. Le module de commande et de service se séparait du troisième étage, pivotait de 180 degrés, puis revenait s'amarrer au module lunaire qui était resté logé dans l'adaptateur du troisième étage. Cette danse orbitale devait s'exécuter parfaitement à chaque fois. Un échec aurait signifié l'abandon de la mission lunaire, puisque le module d'atterrissage serait resté inaccessible. Les astronautes effectuaient cette manœuvre en regardant par de petits hublots, utilisant des propulseurs à réaction qui produisaient de minuscules poussées, corrigeant leur trajectoire mètre par mètre dans le vide infini. Le voyage vers la Lune durait environ 3 jours. Pendant ce temps, les astronautes vivaient dans un espace plus petit qu'une voiture familiale. 3 hommes adultes, confinés dans une capsule de 6 mètres cubes habitable pendant 72 heures. Sans douche, sans toilette digne de ce nom, seulement des sacs en plastique et des tubes, sans possibilité de s'étirer ou de faire de l'exercice. Avec pour seul contact avec l'humanité, une liaison radio qui subissait un délai croissant à mesure qu'il s'éloignait de la Terre. L'aspect psychologique de cette expérience est souvent sous-estimé. Ces hommes quittaient littéralement la planète Terre, voyant leur monde natal rétrécir jusqu'à devenir une bille bleue dans l'immensité noire. Aucun être humain avant eux n'avait vécu cette expérience. Aucune formation ne pouvait vraiment les y préparer. L'insertion en orbite lunaire représentait un autre moment critique. Le moteur du module de service devait se rallumer au moment précis où le vaisseau passait derrière la Lune, hors de tout contact radio avec la Terre. Pendant 30 minutes angoissantes, le contrôle de mission à Houston n'avait aucune idée si la manœuvre avait réussi. Si le moteur avait échoué à s'allumer, le vaisseau aurait simplement continué sa trajectoire et aurait été perdu dans l'espace profond.
Si la durée de combustion avait été incorrecte, l'orbite résultante aurait pu être inutilisable ou fatale. Les contrôleurs de vol attendaient, impuissants, jusqu'à ce que le signal radio réapparaisse de l'autre côté de la Lune, confirmant que les astronautes étaient vivants et en orbite. Nous arrivons maintenant à la partie la plus extraordinaire et la plus controversée de la mission, l'atterrissage lunaire lui-même. Le module lunaire, cette structure d'apparence fragile que les astronautes avaient surnommée le LEM, devait se séparer du module de commande et descendre vers la surface lunaire. 2 astronautes NETI se trouvaient à bord. Le 3e restait seul en orbite, maintenant le module de commande prêt pour le retour. Si quelque chose tournait mal sur la surface, il devrait rentrer seul sur Terre, abandonnant ses compagnons à une mort certaine. C'était la procédure. C'était le plan. Le module lunaire ne ressemblait à rien de ce que nous associons normalement à un véhicule spatial. Il n'était pas aérodynamique parce qu'il n'y avait pas d'atmosphère à traverser. Il n'avait pas besoin d'être élégant ou solide. Il devait simplement être le plus léger possible, tout en maintenant ses occupants en vie. Ses parois étaient faites de feuilles d'aluminium si minces qu'on pouvait presque voir à travers. Des couches de feuilles de mylar dorées le recouvraient pour l'isolation thermique. Il ressemblait davantage à une sculpture d'art moderne faite de papier d'emballage qu'à un vaisseau spatial capable de transporter des êtres humains vers un autre monde. Les astronautes se tenaient debout pendant la descente, attachés par des sangles, regardant par de petites fenêtres triangulaires. Ils n'avaient pas de siège. Les sièges auraient représenté un poids supplémentaire inacceptable. Chaque gramme comptait dans les calculs impitoyables de la consommation de carburant. Le moteur de descente devait freiner le module d'une vitesse orbitale de près de 6000 km/h jusqu'à un atterrissage en douceur. Si ce moteur unique tombait en panne, il n'y avait pas de secours. Les astronautes seraient morts, tout simplement. Ils s'écraseraient sur la surface lunaire à une vitesse mortelle. Le système de guidage mérite une attention particulière. L'ordinateur de navigation du module lunaire, l'AGC, ou Apollo Guidance Computer, avait une mémoire de 74 kilooctets. Pas mégaoctets, pas gigaoctets. Kilooctets, c'est moins de mémoire qu'un courriel moderne avec une pièce jointe. Cet ordinateur devait calculer en temps réel la trajectoire de descente, compenser les irrégularités du champ gravitationnel lunaire, répondre aux commandes des astronautes et gérer des dizaines de systèmes critiques simultanément. Les programmes avaient été écrits à la main par des équipes d'ingénieurs qui travaillaient avec du papier et des crayons, avant de transférer leur code sur des bandes magnétiques. Une erreur de programmation, une seule ligne de code incorrecte, aurait pu tuer les astronautes. Et il y a eu des alarmes. Pendant la descente d'Apollo 11, l'ordinateur a commencé à afficher des alarmes 1201 et 1202. L'ordinateur était surchargé. Il recevait trop de données du radar et ne pouvait pas toutes les traiter. À Houston, les contrôleurs ont dû décider en quelques secondes si la mission devait être abandonnée ou si les astronautes pouvaient continuer. Un jeune ingénieur de 26 ans, nommé Steve Bales, a pris la décision de continuer. Si son jugement avait été incorrect, Armstrong et Aldrin seraient morts en direct devant 600 millions de téléspectateurs. Bale avait raison, mais c'était un pari. Un pari calculé, certes, mais un pari quand même avec des vies humaines. Neil Armstrong a dû prendre le contrôle manuel dans les dernières minutes de la descente. L'ordinateur les dirigeait vers un champ de rochers qui aurait détruit le module à l'atterrissage. Armstrong a piloté latéralement, cherchant une zone plus sûre, pendant que le carburant s'épuisait seconde après seconde. Quand les patins ont finalement touché le sol lunaire, il restait moins de 30 secondes de carburant. 30 secondes. Après un voyage de 3 jours et des millions de kilomètres, la marge d'erreur finale était de 30 secondes. Si Armstrong avait mis 31 secondes de plus à trouver un site d'atterrissage, le moteur se serait éteint, le module se serait écrasé et les 2 astronautes seraient à mort instantanément.
Voici ce que la science officielle ne peut pas expliquer de manière satisfaisante. Comment cette mission, avec toutes ses variables critiques, avec toutes ses possibilités d'échec catastrophiques, a-t-elle réussi du premier coup? Comment Apollo 12 a-t-il atterri à quelques mètres de la sonde Surveyor, une précision extraordinaire avec la technologie de l'époque? Comment Apollo 14, 15, 16 et 17 ont-ils répété ces exploits avec un taux de succès de 100% pour les atterrissages tentés? Même Apollo 13, qui a subi une explosion catastrophique en route vers la Lune, a réussi à ramener ses astronautes vivants grâce à des manœuvres improvisées que personne n'avait jamais pratiquées. Le taux de succès du programme Apollo défie les statistiques. Dans l'industrie aérospatiale moderne, les nouveaux systèmes subissent généralement plusieurs échecs avant d'atteindre la fiabilité. Les fusées explosent, les satellites sont perdus, les missions sont abandonnées. C'est normal, c'est le prix du progrès technologique. Pourtant, le programme Apollo, avec une technologie infiniment plus primitive, a affiché une performance presque parfaite. Soit les ingénieurs des années 60 étaient des génies absolus, des demi-dieux de l'ingénierie qui dépassaient de loin tout ce que nous pouvons accomplir aujourd'hui. Soit quelque chose d'autre explique ce taux de succès improbable. Et la science officielle ne veut pas explorer cette deuxième possibilité. Les échantillons lunaires rapportés par les missions Apollo constituent une preuve physique que quelque chose s'est passé sur la Lune. 382 kg de roches et de sol lunaire ont été ramenés sur Terre. Ces échantillons ont été analysés par des laboratoires du monde entier, y compris par des scientifiques soviétiques pendant la guerre froide. Ils sont authentiques. Ils proviennent incontestablement de la Lune. Mais voici une question intéressante que peu de gens posent. Nous aurions pu obtenir ces échantillons avec des missions robotiques, sans risquer de vies humaines. Les Soviétiques l'ont fait avec leur mission Luna. Ils ont rapporté des échantillons lunaires avec des sondes automatiques. C'était plus sûr, moins coûteux et tout aussi scientifiquement valable. La présence humaine sur la Lune était-elle vraiment nécessaire pour la science ou servait-elle un autre objectif? Explorons maintenant des cas spécifiques qui illustrent les mystères entourant les missions Apollo et leur contraste troublant avec les difficultés d'Artémis. Chaque mission Apollo avait ses caractéristiques uniques, ses défis particuliers et ses moments où le destin des astronautes a tenu à un fil si mince qu'il défie toute probabilité statistique. Apollo 12, lancé en novembre 1969, a subi l'un des incidents les plus terrifiants de l'histoire spatiale, dès les premières secondes du vol. 36 secondes après le décollage, la fusée Saturn V a été frappée par la foudre. Pas une fois, mais 2 fois en moins de 20 secondes. Les éclairs ont traversé le véhicule spatial, provoquant une cascade de pannes électriques. Les télémétries sont devenues chaotiques. Les systèmes de navigation se sont déconnectés. Les piles à combustible ont commencé à dysfonctionner. À Houston, les écrans de contrôle affichaient des données incompréhensibles. Personne ne savait exactement ce qui se passait à bord de la fusée qui montait dans le ciel orageux de Floride. Le commandant Pete Conrad et son équipage se sont retrouvés dans un cockpit où pratiquement tous les voyants d'alarme clignotaient simultanément. La procédure standard aurait exigé l'abandon de la mission. Avec autant de systèmes défaillants, continuer semblait suicidaire. Mais un contrôleur de vol nommé John Aaron s'est souvenu d'une configuration obscure qu'il avait observée lors d'un test au sol 1 an plus tôt. Il a demandé aux astronautes d'activer un interrupteur appelé SCE surauxiliaire. Cet interrupteur était si peu utilisé que même le commandant Conrad n'a pas immédiatement compris de quoi Aaron parlait. Le pilote du module lunaire, Alan Bean, a trouvé l'interrupteur et l'a actionné. Les systèmes se sont réinitialisés. Les données sont redevenues cohérentes. La mission a continué vers la Lune. Réfléchis à ce que cela implique. Un homme au sol, regardant des écrans de télémétrie confus, a diagnostiqué un problème électrique complexe en quelques secondes et a proposé une solution obscure
que même les astronautes ne connaissaient pas. Si John Aaron n'avait pas eu ce souvenir précis d'un test ancien, si Alan Bean n'avait pas trouvé cet interrupteur dans le chaos du cockpit, Apollo 12 aurait probablement été perdu. 3 vies humaines et des milliards de dollars sauvés par un souvenir fortuit et un réflexe chanceux. Cela ressemble moins à de l'ingénierie méthodique qu'à de la survie miraculeuse. Apollo 13 est évidemment l'exemple le plus célèbre de catastrophe évitée de justesse. En avril 1970, 2 jours après le lancement, un réservoir d'oxygène a explosé dans le module de service. L'explosion a endommagé le 2e réservoir d'oxygène et les piles à combustible qui fournissaient électricité et eau à la capsule. En quelques minutes, le module de commande perdait ses ressources vitales. Les 3 astronautes, James Lovell, Jack Swigert et Fred Haise, se sont réfugiés dans le module lunaire, utilisant ces systèmes comme canaux de sauvetage improvisés. Le problème était que le module lunaire n'avait jamais été conçu pour maintenir 3 personnes en vie pendant 4 jours. Ces réserves d'oxygène, d'eau et d'électricité étaient calculées pour 2 personnes pendant 2 jours sur la surface lunaire. Les astronautes devaient rationner chaque ressource avec une précision désespérée. Ils ont réduit leur consommation d'eau à moins de 200 ml par jour, un 1/6 de la quantité normale. Ils ont coupé le chauffage, laissant la température intérieure descendre jusqu'à 4 degrés Celsius. Ils ont éteint presque tous les systèmes électroniques pour économiser les batteries. Le dioxyde de carbone posait un danger mortel. Les êtres humains exhalent du CO2 qui doit être filtré de l'atmosphère de la cabine. Le module lunaire utilisait des cartouches filtrantes rondes. Le module de commande utilisait des cartouches carrées. Quand les filtres du module lunaire ont commencé à saturer, les astronautes avaient des cartouches de rechange, mais elles ne s'adaptaient pas au système. Les ingénieurs au sol ont dû improviser un adaptateur en utilisant uniquement les matériaux disponibles à bord. Du carton, du ruban adhésif, des sacs en plastique et des chaussettes. Ils ont transmis les instructions aux astronautes, qui ont assemblé ce bricolage improbable pendant que le niveau de CO2 montait dangereusement. Le système improvisé a fonctionné. Les astronautes ont survécu. Mais voici ce qui est rarement mentionné. Cette improvisation désespérée a fonctionné du premier coup. Les ingénieurs au sol, travaillant sous une pression extrême avec des matériaux qu'ils n'avaient jamais testés ensemble, ont conçu une solution qui s'est avérée parfaitement adaptée. Les astronautes, épuisés, déshydratés et frigorifiés, ont assemblé ce dispositif correctement du premier essai. Aucune erreur, aucun ajustement nécessaire. Dans une situation où tout aurait dû mal tourner, tout a parfaitement fonctionné. Statistiquement, c'est remarquable. Miraculeusement chanceux, diraient certains. La rentrée atmosphérique d'Apollo 13 présentait encore d'autres incertitudes. Le bouclier thermique du module de commande avait-il été endommagé par l'explosion? Personne ne le savait. Si le bouclier était compromis, les astronautes brûleraient vifs pendant la rentrée dans l'atmosphère. Ils n'avaient aucun moyen de vérifier. Ils devaient simplement espérer que le bouclier était intact, larguer le module de service endommagé, larguer le module lunaire qui leur avait sauvé la vie et plonger dans l'atmosphère terrestre en priant que les mathématiques soient dans de leur côté. Le monde entier a regardé. Le blackout radio pendant la rentrée a duré plus longtemps que prévu. Pendant des minutes angoissantes, personne ne savait si les astronautes étaient vivants ou morts. Puis les parachutes se sont ouverts. Ils avaient survécu. Apollo 14 représente un autre exemple de chance extraordinaire combinée à des compétences improbables. Alan Shepard, le premier Américain dans l'espace, commandait cette mission en février 1971. Pendant la descente vers la Lune, l'ordinateur a commencé à recevoir de faux signaux du bouton d'abandon. Si le système avait interprété ces signaux comme une commande réelle, il aurait automatiquement déclenché l'abandon de l'atterrissage, éjectant l'étage de remontée et annulant la mission.
Les ingénieurs au sol ont dû reprogrammer l'ordinateur en vol, tapant des lignes de code que les astronautes entraînent manuellement dans le système. Un code incorrect aurait pu avoir des conséquences catastrophiques, mais le code était correct. L'atterrissage a réussi. Apollo 15, en juillet 1971, a introduit le véhicule d'exploration lunaire, le fameux rover. Cette voiture électrique permettait aux astronautes de s'éloigner du module d'atterrissage et d'explorer une zone beaucoup plus vaste. David Scott et James Irwin ont conduit ce véhicule sur les pentes des montagnes lunaires, collectant des échantillons et installant des instruments. Mais voici quelque chose de troublant. Le rover avait été plié pour rentrer dans le module lunaire pendant le voyage. Une fois sur la Lune, il devait se déployer automatiquement grâce à un système de ressorts et de verrous. Ce système complexe, jamais testé dans les conditions réelles de la surface lunaire avec sa poussière abrasive et ses variations de température extrêmes, a fonctionné parfaitement. Du premier coup. Sans ajustement. Apollo 16 et 17 ont poursuivi cette série de succès improbables. Charles Duke et John Young ont exploré les hauts plateaux lunaires. Eugene Cernan et Harrison Schmitt ont passé plus de temps sur la surface que n'importe quelle autre mission. Schmitt était le seul scientifique professionnel, un géologue, à avoir marché sur la Lune. Ils ont tous accompli leur mission avec un taux de succès qui défie les statistiques de l'industrie aérospatiale. Pas d'explosion catastrophique, pas de panne mortelle, pas de mission perdue après le lancement. Passons maintenant à ce qui se cache derrière les difficultés d'Artemis, car c'est ici que nous commençons à voir les fissures dans le récit officiel. La NASA prétend que les délais et les obstacles d'Artemis sont simplement dus à la complexité normale du développement spatial. Mais examinons les détails. Le système de lancement spatial, le SLS, est le successeur direct de Saturne V. Il a été en développement depuis 2011. Plus de 13 ans de travail, des dizaines de milliards de dollars dépensés. Et il n'a volé qu'une seule fois, lors d'Artemis 1 en novembre 2022. En comparaison, Saturne V a été développé en moins de 10 ans et a volé 13 fois. Le SLS utilise des technologies plus avancées. Il bénéficie de décennies d'expérience accumulée. Il dispose de simulations informatiques que les ingénieurs d'Apollo ne pouvaient même pas imaginer. Et pourtant, son développement a pris plus de temps et coûté plus cher. Les problèmes du bouclier thermique d'Orion illustrent cette situation paradoxale. Lors d'Artemis 1, le bouclier thermique de la capsule Orion s'est érodé de manière inattendue pendant la rentrée atmosphérique. Des morceaux du matériau ablateur se sont détachés de façon non prévue par les modèles. La NASA a passé des mois à analyser ce problème avant de déclarer la capsule sûre pour un équipage humain. Mais réfléchis à cela. Le bouclier thermique du module de commande Apollo, conçu dans les années 60, a fonctionné parfaitement lors de chaque rentrée. Pas d'érosion inattendue, pas de surprise. Un design vieux de 50 ans a surpassé un design moderne dans la fonction la plus critique de toute la mission, celle qui protège les astronautes de la chaleur mortelle de la rentrée. Les combinaisons spatiales représentent un autre échec moderne difficile à expliquer. La NASA a annoncé en 2010 qu'elle développerait de nouvelles combinaisons pour les activités extravéhiculaires. Ces combinaisons devaient être plus flexibles, plus durables et plus faciles à utiliser que les anciennes. 14 ans plus tard, les combinaisons ne sont toujours pas prêtes. Le programme a dépassé son budget initial de plusieurs milliards de dollars. Les retards s'accumulent mission après mission. Pendant ce temps, les combinaisons Apollo, conçues en quelques années dans les années 60, ont permis à 12 hommes de marcher sur la Lune sans défaillance majeure. Comment est-ce possible que nous ne puissions pas améliorer un design vieux de 50 ans? Les moteurs du premier étage du SLS sont des RS-25, recyclés du programme de la navette spatiale. Ce sont d'excellents moteurs, parmi les plus efficaces jamais construits.
mais ils ont une particularité coûteuse. Ils sont conçus pour être réutilisables, récupérés après chaque vol de la navette et reconditionnés pour le vol suivant. Le problème est que le SLS les jette dans l'océan après chaque lancement. Des moteurs valant des dizaines de millions de dollars chacun, conçus pour être réutilisés, sont délibérément détruits. Parce que concevoir de nouveaux moteurs moins chers aurait pris trop de temps. Parce que la NASA a perdu la capacité de fabriquer de nouveaux moteurs performants dans un délai raisonnable. Nous réutilisons de vieilles pièces parce que nous ne savons plus en faire de nouvelles. Le module d'atterrissage lunaire d'Artemis dépend de SpaceX et de son Starship. C'est un choix remarquable. La NASA, l'agence qui a envoyé des hommes sur la Lune dans les années 60, doit maintenant s'appuyer sur une entreprise privée pour fournir le véhicule d'atterrissage. Non pas parce que SpaceX fait mieux que la NASA ne pourrait faire, mais parce que la NASA a perdu la capacité de développer rapidement de nouveaux véhicules spatiaux. L'expertise a disparu. Les processus sont devenus trop bureaucratiques. Les coûts ont explosé. Une agence qui construisait des fusées révolutionnaires en quelques années, mais maintenant des décennies à développer leurs successeurs. SpaceX lui-même rencontre des difficultés avec Starship. Les tests récents ont montré des progrès, mais aussi des échecs. Des explosions spectaculaires ont ponctué le développement. C'est normal pour un nouveau véhicule spatial. C'est le prix de l'innovation. Mais cela signifie aussi que le calendrier d'Artemis dépend de facteurs que la NASA ne contrôle pas. Si Starship prend du retard, Artemis prend du retard. Si Starship rencontre des problèmes imprévus, Artemis est compromise. La plus grande agence spatiale du monde a externalisé une partie critique de sa mission phare. Voici la transition vers les implications les plus troublantes de cette situation. Nous avons d'un côté les missions Apollo, accomplies avec une technologie primitive, mais avec un taux de succès extraordinaire. De l'autre côté, nous avons Artemis, développée avec toutes les ressources de la technologie moderne, mais incapable de simplement répéter ce que nous prétendons avoir fait il y a 56 ans. L'explication officielle attribue cela à des facteurs comme le financement irrégulier, les changements d'administration politique et la perte de savoir-faire institutionnel. Mais ces explications laissent des questions sans réponse. Les radiations spatiales constituent peut-être le mystère le plus profond de tous. La Lune se trouve au-delà de la magnétosphère terrestre, cette bulle de champ magnétique qui protège notre planète des particules chargées du vent solaire et des rayons cosmiques. Au-delà de cette protection, l'environnement radiatif devient beaucoup plus hostile. Les astronautes d'Apollo ont traversé les ceintures de Van Allen, ces zones de radiation intense qui entourent la Terre. Ils ont passé plusieurs jours dans l'espace interplanétaire, exposés aux rayons cosmiques galactiques. Ils ont travaillé sur la surface lunaire sans protection atmosphérique. Les données officielles indiquent qu'ils ont reçu des doses de radiation relativement modestes, comparables à quelques radiographies thoraciques. Mais des physiciens ont remis en question ces chiffres. Les mesures de radiation dans l'espace profond, effectuées par des sondes automatiques modernes, suggèrent que l'environnement est plus dangereux que ce que les données Apollo indiquaient. Soit les instruments des années 60 étaient moins précis qu'on le pensait, soit les conditions ont changé, soit quelque chose d'autre explique cette divergence. Les ingénieurs d'Artemis prennent les radiations beaucoup plus au sérieux que leurs prédécesseurs. La capsule Orion est conçue avec une protection accrue. Les procédures incluent des abris anti-radiation en cas d'éruption solaire. On dirait que nous découvrons des dangers que les missions Apollo auraient dû rencontrer, mais n'ont apparemment pas rencontrés. Les forces cosmiques qui menacent les voyageurs lunaires dépassent tout ce que nous pouvons réellement appréhender depuis la surface protégée de notre planète. Pour comprendre pourquoi le voyage vers la Lune reste si périlleux, nous devons plonger dans la violence pure de l'univers, une violence que nous oublions facilement depuis notre cocon terrestre. Le Soleil, cette étoile qui nous semble si bienveillante lorsque nous profitons de sa chaleur un après-midi d'été, est en réalité une bombe thermonucléaire permanente
d'une puissance inconcevable. Chaque seconde, 600 millions de tonnes d'hydrogène sont converties en hélium dans son cœur. Chaque seconde, 4 millions de tonnes de matière sont transformées en énergie pure, selon l'équation d'Einstein. Cette énergie se propage vers l'extérieur, traverse les couches de plasma bouillonnant et s'échappe finalement dans l'espace sous forme de lumière, de chaleur et de particules mortelles. Le vent solaire est ce flux constant de particules chargées qui s'écoulent du Soleil dans toutes les directions. Des protons, des électrons, des noyaux d'hélium, tous accélérés à des centaines de kilomètres par seconde. Ce vent souffle en permanence, sans jamais s'arrêter. La Terre est protégée par sa magnétosphère, ce bouclier invisible généré par les mouvements du fer liquide dans le noyau de notre planète. Les particules du vent solaire sont déviées autour de la Terre, canalisées vers les pôles où elles créent les aurores boréales et australes. Mais au-delà de cette protection, dans l'espace où voyagent les missions lunaires, il n'y a pas de bouclier. Les éruptions solaires représentent un danger encore plus grave. Ce sont des explosions soudaines à la surface du Soleil, libérant en quelques minutes l'énergie équivalente à des millions de bombes nucléaires. Ces éruptions projettent des nuages massifs de plasma et de particules chargées dans l'espace, voyageant parfois directement vers la Terre et la Lune. Quand une éruption majeure frappe la Terre, la magnétosphère est comprimée et déformée. Des courants électriques sont induits dans les lignes à haute tension, provoquant parfois des pannes de courant. Les satellites sont bombardés de particules qui peuvent endommager leurs circuits. Les astronautes de la Station spatiale internationale reçoivent des doses de radiation accrues et doivent parfois se réfugier dans les sections les mieux protégées. Mais que se passe-t-il pour des astronautes en route vers la Lune quand une éruption solaire majeure se produit? Ils n'ont nulle part où fuir. Ils ne peuvent pas revenir sur Terre à temps. Ils ne peuvent pas accélérer leur vaisseau pour échapper aux nuages de particules qui voyagent à des millions de kilomètres par heure. Ils sont exposés, vulnérables, dépendants de la mince protection de leur capsule. En mars 1989, une éruption solaire massive a frappé la Terre, provoquant une tempête géomagnétique qui a plongé la province canadienne du Québec dans le noir pendant 9 heures. 6 millions de personnes sans électricité, des transformateurs détruits, des dommages de centaines de millions de dollars. Si des astronautes avaient été en transit vers la Lune à ce moment-là, ils auraient reçu une dose de radiation potentiellement mortelle. Les missions Apollo ont eu la chance extraordinaire de ne pas coïncider avec une éruption solaire majeure. Toutes les missions, sans exception. Pendant 3 ans de vol lunaire, aucune n'a été touchée par une tempête solaire significative. Les probabilités de cette chance sont difficiles à calculer, mais elles ne sont pas négligeables. En juillet 1972, entre les missions Apollo 16 et 17, une des plus grandes éruptions solaires jamais enregistrées s'est produite. Si Apollo 16 avait été retardé de quelques mois, ou si Apollo 17 avait été avancé, les astronautes auraient pu être exposés à des niveaux de radiation potentiellement létaux. Ils ont évité cet événement par quelques semaines. Chance pure. Ou quelque chose d'autre. Les rayons cosmiques galactiques présentent un danger différent, mais tout aussi insidieux. Ce ne sont pas des particules solaires, mais des noyaux atomiques accélérés à des énergies extraordinaires par des événements cataclysmiques dans d'autres régions de la galaxie. Des supernovae, des étoiles à neutrons en collision, des trous noirs dévorant de la matière. Ces événements créent des particules voyageant presque à la vitesse de la lumière, traversant la galaxie pendant des millions d'années avant d'atteindre éventuellement notre système solaire. Ces rayons cosmiques sont impossibles à arrêter avec un blindage raisonnable. Ils traversent des mètres de plomb comme s'ils n'existaient pas. Ils pénètrent la coque des vaisseaux spatiaux, les corps des astronautes, jusqu'à leur ADN. Là, ils cassent des molécules, créent des mutations, endommagent les tissus. L'exposition prolongée augmente le risque de cancer, de cataracte,
de maladies cardiovasculaires, de dégénérescence neurologique. Les effets ne sont pas immédiats, mais cumulatifs. Chaque jour dans l'espace profond ajoute aux dommages. Les astronautes d'Apollo ont passé relativement peu de temps au-delà de la protection terrestre, quelques jours tout au plus. Les études médicales à long terme sur ces astronautes ont donné des résultats mitigés. Certaines recherches suggèrent un taux plus élevé de maladies cardiovasculaires chez les astronautes lunaires comparé à ceux qui n'ont jamais quitté l'orbite terrestre basse. D'autres études ne trouvent pas de différence significative. L'échantillon est petit, seulement 24 personnes ayant voyagé au-delà de l'orbite terrestre dans toute l'histoire humaine. Il est difficile de tirer des conclusions statistiquement solides. Artemis devra affronter ces mêmes dangers. La mission Artemis II emmènera 4 astronautes au-delà de la magnétosphère terrestre pendant environ 10 jours. Ils orbiteront autour de la Lune et reviendront. Pendant ce temps, ils seront exposés aux vents solaires, aux potentielles éruptions, aux rayons cosmiques galactiques. La capsule Orion dispose d'un abri anti-radiation où l'équipage peut se réfugier en cas de tempête solaire. Mais cet abri offre une protection limitée. Si une éruption vraiment massive se produit, les astronautes pourraient être en danger même à l'intérieur. Les températures dans l'espace représentent un autre défi violent que les films et les documentaires minimisent souvent. L'espace n'est pas simplement froid. L'espace est un environnement de contraste thermique extrême. En l'absence d'atmosphère pour distribuer la chaleur, les objets directement exposés au soleil deviennent brûlants, tandis que leurs côtés ombragés deviennent glaciales. Sur la surface lunaire, les températures varient de plus de 130 degrés Celsius pendant le jour lunaire à moins de 170 degrés Celsius pendant la nuit lunaire. C'est une variation de 300 degrés entre les deux extrêmes. Les combinaisons spatiales des astronautes Apollo devaient gérer ces conditions impossibles. Elles devaient maintenir une température confortable pour le corps humain, autour de 20 degrés Celsius, tout en étant exposées à des variations thermiques de plusieurs centaines de degrés. Elles devaient évacuer la chaleur produite par le métabolisme de l'astronaute pendant l'effort physique, qui était considérable lors des marches lunaires. Elles devaient protéger contre les micrométéorites, ces grains de poussière cosmique qui voyagent à des dizaines de kilomètres par seconde et peuvent percer des matériaux ordinaires comme des balles. Tout cela avec des matériaux et des technologies des années 60. La poussière lunaire elle-même est un danger souvent sous-estimé. Ce n'est pas de la poussière comme nous la connaissons sur Terre. Elle n'a jamais été érodée par l'eau ou le vent. Ces particules sont anguleuses, tranchantes, abrasives. Elles s'accrochent à tout par des forces électrostatiques. Les astronautes Apollo ont rapporté que la poussière lunaire adhérait à leurs combinaisons, s'infiltrait dans les joints, rayait les visières et irritait les voies respiratoires quand ils retiraient leur casque à l'intérieur du module. Harrison Schmitt, le géologue d'Apollo 17, a développé ce qu'il a appelé une rhinite lunaire, une réaction allergique à la poussière. Si les missions avaient été plus longues, ces problèmes de poussière auraient pu devenir sérieux. Les ingénieurs d'Artemis prennent la poussière lunaire très au sérieux. De nouvelles combinaisons sont conçues avec des matériaux résistants à l'abrasion. Des systèmes de décontamination sont prévus pour le retour au module. Des études sur la toxicité de la poussière lunaire inhalée ont été menées, révélant des préoccupations pour la santé pulmonaire. Encore une fois, nous découvrons des dangers que les missions Apollo auraient dû affronter, mais qui semblaient ne pas les avoir trop affectés à l'époque. Le vide spatial lui-même est mortel de manière que nous avons du mal à imaginer. Sans combinaison spatiale, un être humain perdrait connaissance en 15 secondes environ, le temps que l'oxygène résiduel dans le sang cesse d'alimenter le cerveau. La mort suivrait en 1 à 2 minutes. Mais avant cela, des choses terribles se produiraient. Les fluides commenceraient à bouillir à température corporelle puisque le point d'ébullition dépend de la pression et qu'il n'y a pas de pression dans le vide. La salive bouillirait sur la langue.
Les yeux gonfleraient. La peau s'étirerait douloureusement. Ce n'est pas une mort paisible. Les combinaisons spatiales sont les seules barrières entre les astronautes et cette mort horrible lors des activités extravéhiculaires. Une déchirure, une fuite, une défaillance du système de pressurisation, et l'astronaute n'aurait que quelques secondes pour réagir avant de perdre connaissance. Les combinaisons Apollo, avec leur conception apparemment fragile, n'ont jamais subi de fuite catastrophique. Pas une seule fois en 12 sorties extravéhiculaires sur la surface lunaire. Les astronautes ont trébuché, sont tombés, ont accroché leurs combinaisons sur des rochers, sans jamais compromettre leur intégrité. Une performance remarquable pour des équipements si primitifs. Les météorites microscopiques bombardent constamment la surface lunaire sans protection atmosphérique. La Lune n'a pas d'atmosphère pour brûler les particules entrantes. Des milliards d'années de bombardement ont pulvérisé la surface en une couche de régolithe, ce sol lunaire composé de fragments de roches brisés par les impacts. Chaque seconde, des particules de poussière cosmique frappent la Lune à des vitesses supérieures à 60 km par seconde. La plupart sont microscopiques, mais leur vitesse leur confère une énergie cinétique considérable. Une particule d'1 millimètre de diamètre, voyageant à cette vitesse, peut percer une feuille d'aluminium de plusieurs millimètres d'épaisseur. Les astronautes Apollo ont travaillé sur cette surface bombardée pendant des heures, leurs combinaisons exposées à ce risque statistique. Aucune n'a été percée, aucun équipement critique n'a été endommagé par un impact de micrométéorites. Soit les probabilités étaient un burst favorable, soit les combinaisons étaient extraordinairement robustes, soit nous avons eu beaucoup de chance. Une fois de plus. Le module lunaire lui-même était vulnérable aux impacts. Ses parois, si minces qu'un tournevis aurait pu les percer, auraient pu être compromises par un impact chanceux. Une fuite de la cabine sur la surface lunaire aurait condamné les astronautes. Ils n'auraient pas eu le temps de réparer. Ils n'auraient pas eu les matériaux nécessaires. Le module de commande en orbite ne pouvait pas venir les secourir. Ils seraient morts et le troisième astronaute serait rentré seul sur Terre avec 2 places vides. Ce scénario était prévu. Des discours avaient été préparés pour le président Nixon en cas de catastrophe lunaire. Mais ce scénario ne s'est jamais produit. 6 atterrissages, 12 astronautes sur la surface, 0 perte de vie sur la Lune. Les événements cataclysmiques dans le système solaire proche ajoutent une couche supplémentaire de danger potentiel. Les comètes, ces masses de glace et de roches venues des confins du système solaire, traversent parfois l'espace intérieur sur des trajectoires imprévisibles. Les astéroïdes géocroiseurs passent régulièrement entre la Terre et la Lune. Une collision avec un objet même petit pourrait être catastrophique pour un vaisseau spatial. Les probabilités sont infimes pour une mission de quelques jours, mais elles ne sont pas nulles. En 1994, la comète Shoemaker-Levy 9 s'est fragmentée et a percuté Jupiter, créant des impacts qui auraient instantanément vaporisé tout le continent terrestre. Des cicatrices sombres dans l'atmosphère jovienne, visibles pendant des mois, témoignaient de la violence de ces collisions. Jupiter est loin de la Terre et de la Lune, mais ce type d'événement cosmique rappelle que l'espace est un champ de tir actif, pas un vide paisible. Les missions Artemis futures, qui prévoient une présence humaine prolongée sur la Lune, devront faire face à tous ces dangers pendant des semaines ou des mois au lieu de quelques jours. Une base lunaire permanente serait exposée au bombardement de micrométéorites 24 heures sur 24. Les radiations s'accumuleraient dans les corps des astronautes. Les tempêtes solaires deviendraient une menace récurrente plutôt qu'un risque à éviter par chance. Les systèmes de support de vie devraient fonctionner parfaitement pendant des périodes étendues, sans possibilité de réparation rapide depuis la Terre. Et c'est ici que le contraste avec Apollo devient le plus troublant. Les missions Apollo ont démontré que nous pouvions survivre sur la Lune pendant quelques jours. Mais elles n'ont pas démontré que nous pouvions y vivre. La différence est fondamentale. Survivre signifie endurer temporairement des conditions hostiles.
Vivre signifie les maîtriser de manière durable. Artemis promet une présence lunaire durable, une station orbitale appelée Gateway, des habitats de surface, peut-être une exploitation des ressources lunaires. C'est un projet d'une ambition infiniment supérieure à Apollo. Et c'est pourquoi les défis semblent insurmontables avec notre technologie actuelle, alors qu'un simple aller-retour comme en 1969 semble, paradoxalement, si difficile à reproduire. Nous voici arrivés au cœur du mystère, là où la science rencontre la philosophie, là où les chiffres deviennent des questions existentielles. Que signifie vraiment l'incapacité apparente de l'humanité moderne à reproduire les exploits de ses ancêtres spatiaux? Que révèle cette situation sur notre civilisation, sur notre place dans l'univers, sur notre avenir en tant qu'espèce? Commençons par la question la plus dérangeante. Sommes-nous réellement une civilisation en déclin technologique? Cette idée contredit tout ce que nous croyons savoir sur le progrès humain. Nous avons Internet, les smartphones, l'intelligence artificielle, la médecine génomique, les véhicules électriques autonomes. Comment pourrions-nous être en déclin alors que nous avons accompli tant de merveilles technologiques ces dernières décennies? Et pourtant, nous ne savons plus construire les fusées Saturne V. Nous ne savons plus fabriquer les moteurs F-1. Nous ne savons plus produire les combinaisons spatiales qui ont permis à 12 hommes de marcher sur la Lune. Des technologies spécifiques, des savoir-faire particuliers ont été perdus. Ce phénomène n'est pas unique dans l'histoire humaine. Les Romains construisaient des aqueducs et des routes qui ont duré 2000 ans. Après la chute de Rome, ces compétences ont été perdues pendant des siècles. Le béton romain, d'une durabilité extraordinaire, n'a pu être reproduit qu'au XXe siècle, quand les scientifiques ont finalement compris ses secrets chimiques. Les techniques de construction des pyramides égyptiennes restent partiellement mystérieuses malgré des siècles d'études. Les navires polynésiens qui ont navigué le Pacifique sans instruments ont été oubliés avant d'être redécouverts par des archéologues. Les civilisations peuvent régresser dans certains domaines, tout en progressant dans d'autres. Mais il y a quelque chose de particulièrement troublant dans le cas du programme spatial. Contrairement aux Romains ou aux Égyptiens, nous avons des archives. Nous avons des films, des photographies, des enregistrements audio, des documents techniques. Nous avons même des artefacts physiques, des capsules dans des musées, des morceaux de fusées préservés. Et pourtant, nous ne pouvons pas simplement consulter ces archives et reproduire ce qui a été fait. Le savoir documenté ne suffit pas. Il manque quelque chose d'essentiel, ce que les philosophes appellent la connaissance tacite. La connaissance tacite est celle qui réside dans les mains, dans les yeux, dans l'intuition des praticiens. C'est la capacité d'un artisan à sentir quand un matériau est correctement travaillé. C'est l'instinct d'un pilote qui sait quand quelque chose ne va pas dans son appareil, avant même que les instruments ne l'indiquent. C'est l'expérience accumulée d'années de pratique, impossible à transmettre par des mots ou des schémas. Les ingénieurs qui ont construit les fusées Saturne V possédaient cette connaissance tacite. Ils savaient comment souder certains alliages pour qu'ils résistent aux contraintes extrêmes. Ils savaient comment assembler certains composants pour qu'ils fonctionnent en harmonie. Ils savaient des choses qu'ils ne pouvaient pas expliquer, mais qu'ils pouvaient faire. Quand ils sont partis, cette connaissance est partie avec eux. Voici une réflexion philosophique profonde. Peut-être que la technologie n'est pas un acquis permanent. Peut-être que chaque génération doit reconquérir les capacités de la précédente, ou les perdre. Nous assumons que le progrès est automatique, que chaque génération hérite naturellement des accomplissements de ses ancêtres, et y ajoute. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne la connaissance humaine. Elle doit être activement transmise, pratiquée, maintenue. Arrêtez de former des charpentiers de marine pendant quelques décennies, et vous ne saurez plus construire des voiliers traditionnels. Arrêtez de former des souffleurs de verre pendant une génération, et certaines techniques seront perdues. Arrêtez d'aller sur la Lune pendant 50 ans, et vous ne saurez plus comment y retourner. Cette perspective a des implications terrifiantes pour l'avenir de notre civilisation. Nous dépendons de systèmes technologiques d'une complexité extraordinaire.
nos réseaux électriques, nos systèmes de communication, notre agriculture mécanisée, notre médecine avancée. Chacun de ces systèmes repose sur des connaissances spécialisées détenues par un nombre relativement petit d'experts. Que se passerait-il si une catastrophe éliminait ces experts sans leur laisser le temps de transmettre leur savoir? Combien de temps faudrait-il pour reconstruire une civilisation technologique à partir de zéro? Les archives suffiraient-elles? L'analogie avec les missions Apollo suggère que non. Les archives ne suffiraient pas. Il faudrait réapprendre, réinventer, refaire les erreurs que nos ancêtres avaient déjà commises. Le progrès n'est pas un escalier que nous montons définitivement. C'est une pente glissante que nous devons constamment escalader pour ne pas redescendre. Considérons maintenant ce que les difficultés d'Artémis nous disent sur l'isolement de l'humanité dans le cosmos. Nous vivons sur une petite planète rocheuse orbitant autour d'une étoile ordinaire dans une galaxie de plusieurs centaines de milliards d'étoiles. Nous savons que d'autres planètes existent par milliards. Nous soupçonnons que certaines pourraient abriter la vie. Mais nous n'avons aucune preuve de l'existence d'autres civilisations technologiques. Malgré des décennies de recherche, nous n'avons capté aucun signal extraterrestre. Le silence du cosmos est assourdissant. Le physicien Enrico Fermi a exprimé ce paradoxe en une simple question. Où sont-ils tous? Si la vie et l'intelligence se développent naturellement quand les conditions sont favorables, et si des milliards de planètes potentiellement habitables existent dans notre seule galaxie, et si la galaxie a des milliards d'années d'âge, alors des civilisations technologiques auraient dû apparaître bien avant nous. Certaines auraient dû coloniser la galaxie. Nous devrions voir leurs traces partout. Et pourtant, nous ne voyons rien. Une des explications possibles du paradoxe de Fermi est que les civilisations technologiques ont tendance à s'autodétruire avant de pouvoir coloniser l'espace. Guerres, catastrophes environnementales, épuisement des ressources. Une civilisation pourrait atteindre un niveau technologique suffisant pour voyager dans l'espace, puis s'effondrer avant de pouvoir établir des colonies durables. Vu sous cet angle, l'incapacité de l'humanité à maintenir sa capacité de voyage lunaire prend une signification sinistre. Nous avons touché les étoiles, puis nous avons reculé. Si d'autres civilisations ont fait de même, cela expliquerait pourquoi nous ne les voyons pas. Mais il y a une autre possibilité, encore plus troublante. Peut-être que le voyage spatial est simplement beaucoup plus difficile que nous ne le pensions. Peut-être que les défis techniques, les radiations, les distances, les durées sont des obstacles fondamentaux que la technologie ne peut pas vraiment surmonter. Peut-être que les civilisations restent confinées à leur planète d'origine, non pas parce qu'elles s'autodétruisent, mais parce que quitter la gravité d'une planète est un exploit si colossal qu'il ne peut être accompli que rarement, brièvement et jamais de manière durable. Si c'est le cas, chaque planète habitée serait une île isolée dans un océan cosmique infranchissable. Les civilisations naîtraient, vivraient et mourraient sans jamais rencontrer leurs voisines. La distance entre les étoiles ne serait pas seulement immense, mais effectivement infinie pour les êtres biologiques, avec leur vie limitée et leurs technologies insuffisantes. Nous serions fondamentalement, irrémédiablement seuls. Cette solitude cosmique a des implications philosophiques profondes. Si nous sommes la seule intelligence dans notre coin de l'univers, alors nous avons une responsabilité extraordinaire. Tout ce que l'humanité accomplit, tout ce que nous créons, tout ce que nous comprenons, pourrait être unique. Nos œuvres d'art, notre musique, notre littérature, notre science, pourraient être les seules manifestations de conscience créative dans un rayon de milliers d'années-lumière. Si nous disparaissons, si notre civilisation s'effondre, cette lumière de conscience s'éteindrait, et l'univers redeviendrait une collection de matière et d'énergie, sans personne pour l'observer et la comprendre. Mais peut-être que la signification est différente. Peut-être que notre incapacité à retourner facilement sur la Lune nous rappelle notre vraie place dans le cosmos. Nous ne sommes pas des dieux, nous ne sommes pas des conquérants de l'espace. Nous sommes des créatures fragiles,
adapté à un environnement très spécifique, celui de la surface de la Terre. Chaque pas que nous faisons au-delà de cet environnement est une lutte contre notre propre nature biologique. Nous pouvons survivre temporairement dans l'espace avec des machines complexes qui reproduisent artificiellement les conditions terrestres. Mais nous ne pouvons pas vraiment vivre ailleurs. Cette humilité cosmique contraste avec le triomphalisme du récit Apollo. Les images de Neil Armstrong plantant le drapeau américain sur la Lune, de Buzz Aldrin sautillant dans la poussière lunaire, nous ont donné l'impression que l'humanité avait conquis un nouveau monde. Mais nous n'avons rien conquis. Nous avons fait de brèves visites, comme des touristes qui passent quelques heures dans un environnement hostile avant de rentrer précipitamment chez eux. Et maintenant, 56 ans plus tard, nous peinons à organiser une nouvelle visite. Le philosophe Martin Heidegger parlait de la technique comme d'un mode de dévoilement du monde. La technologie ne nous donne pas simplement des outils. Elle change la façon dont nous voyons la réalité, dont nous nous voyons nous-mêmes. Le programme Apollo nous a fait voir l'espace comme une frontière à conquérir, une extension naturelle de l'expansion humaine. Cette vision a inspiré des générations, alimenté des rêves de colonies martiennes et de vaisseaux interstellaires. Mais peut-être que cette vision était une illusion. Peut-être que la vraie leçon de l'espace est notre limitation, pas notre potentiel. Les difficultés d'Artémis nous forcent à confronter cette possibilité. Si nous ne pouvons pas facilement retourner sur la Lune avec toute notre technologie moderne, comment pourrions-nous jamais coloniser Mars, qui est des centaines de fois plus loin? Comment pourrions-nous atteindre les étoiles, qui sont des millions de fois plus distantes? Les visions de science-fiction avec leurs vaisseaux gracieux traversant la galaxie pourraient n'être que des fantasmes, des projections de nos désirs sur un cosmos indifférent. Et pourtant, quelque chose en nous refuse d'accepter cette limitation. L'exploration est inscrite dans notre nature. Nos ancêtres ont quitté l'Afrique et ont peuplé chaque continent. Ils ont traversé des océans sur des embarcations primitives sans savoir ce qu'ils trouveraient de l'autre côté. Ils ont exploré les pôles, les profondeurs océaniques, les sommets des montagnes les plus hautes. Ce besoin d'aller voir, de découvrir, de repousser les limites du connu semble fondamental à l'être humain. Abandonner l'exploration spatiale serait d'une certaine manière nous nier nous-mêmes. Peut-être que le vrai mystère d'Artémis n'est pas technique, mais psychologique. Peut-être que nous avons perdu non pas les capacités de nos ancêtres, mais leur audace. Les ingénieurs et les astronautes d'Apollo ont pris des risques que nous considérerions aujourd'hui comme inacceptables. Ils ont lancé des missions avec des marges de sécurité minimales. Ils ont accepté des probabilités d'échec que nos sociétés aversives au risque ne toléreraient jamais. Ils ont fait des choses extraordinaires parce qu'ils étaient prêts à mourir en essayant. Aujourd'hui, nous exigeons la sécurité parfaite. Nous voulons des garanties. Nous voulons que chaque système soit testé et retesté avant d'être utilisé. Cette prudence a sans doute sauvé des vies, mais elle a peut-être aussi rendu impossible certains accomplissements. Si les astronautes d'Apollo avaient exigé les niveaux de sécurité que nous demandons aujourd'hui, ils ne seraient jamais partis. La Lune serait restée inaccessible. Parfois, le progrès exige le risque. Parfois, la prudence est l'ennemi de l'accomplissement. Nous voici au terme de ce voyage à travers les mystères entrelacés d'Apollo et d'Artémis, à travers les paradoxes technologiques et les questions existentielles qui en découlent. Il est temps maintenant de rassembler les fils de cette tapisserie complexe, de voir l'image complète qui émerge de tous ces éléments disparates. Ce que nous avons découvert ce soir dépasse largement la question technique de pourquoi Artémis II n'atterrit pas sur la Lune. Nous avons ouvert une porte sur des vérités inconfortables concernant notre civilisation, notre technologie et notre place dans l'univers. Ces vérités méritent d'être contemplées dans le silence de la nuit, pendant que les étoiles brillent au-dessus de nos têtes, comme elles brillaient au-dessus des astronautes d'Apollo il y a plus d'un demi-siècle. La première vérité est que le progrès technologique n'est pas linéaire ni garanti. Nous pouvons avancer, puis reculer. Nous pouvons accomplir des miracles, puis oublier comment les reproduire.
La connaissance humaine est plus fragile que nous ne le pensons, dépendante de chaînes de transmission qui peuvent se briser, de communautés de pratiques qui peuvent se disperser, d'institutions qui peuvent décliner. Les fusées Saturne V étaient des cathédrales du XXe siècle, construites par des artisans dont les compétences sont maintenant aussi rares que celles des maîtres bâtisseurs médiévaux. La deuxième vérité est que l'espace est profondément hostile à la vie, telle que nous la connaissons. Ce n'est pas une nouvelle frontière attendant d'être colonisée. C'est un environnement de mort où chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque instant de survie doit être arraché par la technologie. Les radiations invisibles bombardent les voyageurs. Le vide aspire la vie. Les températures extrêmes défient tous les matériaux. La poussière corrosive s'insinue partout. Chaque mission au-delà de notre atmosphère protectrice est une lutte contre des forces cosmiques indifférentes à notre existence. La troisième vérité est que nous sommes peut-être plus seuls dans l'univers que nous ne l'imaginons. Les distances interstellaires sont si vastes qu'elles constituent une barrière effective contre tout contact avec d'éventuelles civilisations extraterrestres. Et si le voyage spatial est aussi difficile que les épreuves d'Artémis le suggèrent, alors peut-être que chaque espèce intelligente reste confinée à son système stellaire d'origine, regardant les étoiles sans jamais pouvoir les atteindre. Le cosmos pourrait être peuplé de milliards de planètes habitées, chacune une île isolée dans un océan d'espace infranchissable. La quatrième vérité concerne notre propre mortalité en tant qu'espèce. Un jour, le Soleil gonflera en une géante rouge et engloutira la Terre. Bien avant cela, un astéroïde pourrait frapper notre planète, ou une supervolcane pourrait éructer, ou nous pourrions nous autodétruire par la guerre ou la dégradation environnementale. Si nous voulons que l'humanité survive au-delà de ces menaces, nous devons apprendre à vivre ailleurs que sur la Terre. Mais les difficultés d'Artémis montrent à quel point cet objectif est lointain. Nous ne savons même pas retourner sur la Lune efficacement. Mars est un rêve encore plus distant. Les étoiles sont presque certainement hors de portée avec notre physique actuelle. Et pourtant, malgré toutes ces vérités sombres, quelque chose persiste. L'humanité continue de regarder vers le ciel. Nous continuons de construire des télescopes plus grands, des fusées plus puissantes, des sondes plus audacieuses. Nous continuons de rêver à des voyages interplanétaires et interstellaires. Cette obstination face à l'immensité hostile du cosmos est peut-être la chose la plus remarquable chez notre espèce. Nous savons que nous sommes petits, fragiles, éphémères, et pourtant nous refusons d'accepter nos limites. Nous continuons d'essayer. Artémis II, cette mission qui ne va pas atterrir sur la Lune, représente malgré tout un pas en avant. 4 astronautes vont voyager plus loin de la Terre que n'importe quel être humain depuis décembre 1972. Ils vont orbiter autour de la Lune, voir la face cachée de leurs propres yeux, contempler la Terre comme une bille fragile dans le vide infini. Même si ce n'est pas un atterrissage, c'est un recommencement. Après 50 ans d'absence, nous retournons dans l'espace profond. Les missions Artemis 3 et suivantes tenteront ce qu'Apollo a accompli il y a plus d'un demi-siècle. Si elles réussissent, ce sera la preuve que l'humanité peut réapprendre ce qu'elle a oublié, que le progrès peut reprendre après une pause. Si elles échouent ou sont indéfiniment reportées, ce sera une confirmation troublante que quelque chose de fondamental a changé, que certains accomplissements ne peuvent pas être répétés. Peut-être que le mystère le plus profond n'est pas celui d'Apollo ou d'Artémis, mais celui de l'humanité elle-même. Comment une espèce si fragile, apparue il y a si peu de temps à l'échelle cosmique sur une petite planète d'un système stellaire ordinaire, a-t-elle pu développer la capacité de quitter son monde natal, même brièvement? Comment des singes, avec des pouces opposables, ont-ils construit des fusées géantes, propulsées par des réactions chimiques contrôlées? Comment des créatures avec des cerveaux de moins de 2 kg ont-elles calculé des trajectoires translunaires? L'existence même du programme spatial humain est un miracle improbable,
une anomalie statistique dans un univers apparemment indifférent. Et peut-être que les difficultés actuelles nous rappellent simplement que ce miracle ne doit pas être tenu pour acquis. Nous avons atteint les étoiles une fois, brièvement, à un moment particulier de notre histoire, quand les circonstances politiques, économiques et technologiques ont convergé de manière unique. Reproduire cet accomplissement exige plus que de la technologie. Cela exige une volonté collective, des ressources dédiées, une acceptation du risque et une continuité institutionnelle sur des décennies. Ces conditions ne sont pas toujours réunies. Elles ne l'ont pas été pendant 50 ans. Elles pourraient ne jamais l'être à nouveau. Contemplons ce soir la Lune quand elle apparaîtra dans le ciel. Cette sphère pâle qui a fasciné l'humanité depuis l'aube de la conscience. Les anciens y voyaient une déesse. Les astronomes y ont tracé des mers imaginaires. Les poètes y ont projeté leurs rêves. Et pendant quelques années merveilleuses, 12 êtres humains ont foulé sa poussière, ont laissé leurs empreintes dans son sol, ont regardé la Terre se lever au-dessus de son horizon austère. Ces empreintes sont toujours là. Sans vent pour les effacer, elles resteront pendant des millions d'années, témoins silencieux d'un moment où notre espèce a transcendé ses limites. Mais la Lune garde aussi des mystères que nous n'avons pas percés, des caves souterraines que nous n'avons pas explorées, de la glace aux pôles que nous n'avons pas analysée, un champ gravitationnel irrégulier que nous ne comprenons pas complètement, et surtout, le mystère de pourquoi il nous est si difficile d'y retourner. Pourquoi ce monde si proche, à seulement 3 jours de voyage, semble maintenant plus inaccessible qu'il ne l'était quand Kennedy a prononcé son discours en 1962. Les réponses d'Emile Pons à ces mystères ne sont peut-être pas celles que nous voulons entendre. Elles pourraient impliquer des limites fondamentales à notre technologie, à notre société, à notre espèce. Elles pourraient révéler que les accomplissements d'Apollo étaient des anomalies plutôt que des promesses. Elles pourraient suggérer que l'avenir de l'humanité dans l'espace est beaucoup plus modeste que les visions de science-fiction ne le laissent croire. Ou peut-être que nous découvrirons autre chose. Peut-être qu'Artémis réussira là où les sceptiques prédisent l'échec. Peut-être que l'humanité trouvera un nouveau souffle, une nouvelle audace, une nouvelle volonté de conquérir le cosmos. Peut-être que dans quelques décennies, nos enfants regarderont en arrière vers cette période de difficulté et la verront comme un simple creux avant d'une nouvelle ascension. L'histoire n'est pas écrite. L'avenir reste ouvert. En attendant, nous contemplons le mystère. Pourquoi Artémis II n'atterrit pas si Apollo 11 l'a fait il y a 56 ans? La réponse technique est complexe, impliquant des combinaisons perdues, des moteurs oubliés, des processus abandonnés. Mais la réponse profonde est peut-être plus simple et plus troublante. Nous avons changé. Notre civilisation a changé. Notre rapport au risque, à l'exploration, à l'inconnu a changé. Nous ne sommes plus les mêmes êtres humains qui ont marché sur la Lune. Et peut-être que ces êtres humains-là, ceux qui pouvaient accomplir l'impossible, n'existent plus. Ou peut-être qu'ils existent encore, quelque part, attendant les circonstances qui les révéleront. L'histoire est pleine de renaissances inattendues, de moments où une civilisation apparemment déclinante trouve de nouvelles ressources de créativité et d'audace. Peut-être que les difficultés d'Artémis ne sont pas le symptôme d'un déclin irréversible, mais le creuset d'une future résurgence. Peut-être que nous apprenons à nouveau, douloureusement, ce que nos ancêtres savaient instinctivement. Et peut-être que cet apprentissage nous rendra finalement plus forts. La nuit avance. Les étoiles tournent imperceptiblement au-dessus de nos têtes, suivant des trajectoires que Newton a décrites et qu'Einstein a raffinées. Quelque part là-haut, les capsules Apollo abandonnées dérivent encore sur leurs orbites, témoins silencieux d'une époque révolue. La Lune continue sa danse millénaire autour de la Terre, indifférente au drame des créatures qui la contemplent. Et nous, fragiles consciences dans un océan d'espace et de temps, continuons de nous poser des questions
auxquelles il n'existe peut-être pas de réponse. C'est peut-être cela, finalement, qui nous définit. Non pas notre capacité à atteindre la Lune, mais notre incapacité à cesser de la regarder. Non pas nos accomplissements technologiques, mais notre insatisfaction perpétuelle avec nos limites. Non pas ce que nous savons, mais ce que nous continuons de chercher à savoir. Dans un univers apparemment sans but, nous créons du sens. Dans un cosmos indifférent, nous cultivons la curiosité. Et peut-être que cela suffit. Peut-être que c'est même extraordinaire. Laisse ces pensées t'accompagner vers le sommeil. Laisse les mystères de l'espace bercer ton esprit vers des rêves de vaisseaux lointains et de mondes inconnus. Demain, la Lune sera toujours là, gardant ses secrets, attendant peut-être notre retour. Et quelque part, des ingénieurs continueront de travailler sur Artemis, essayant de réapprendre ce que l'humanité a oublié, essayant de rouvrir la porte vers les étoiles. Peut-être qu'ils réussiront, peut-être qu'ils échoueront, mais ils essaieront. Et c'est peut-être cela qui compte le plus. Bonne nuit, et n'oublie pas de regarder le ciel.